Alors, on va compléter le chapitre 4 sur les dosages spectrophotométriques. Donc, il y a déjà eu 2 TP qui ont été réalisés dessus, le dosage de la bouillie bordelaise et le dosage du daquin. Donc, n'hésitez pas dans la suite à mettre en pause pour compléter le texte, les définitions ou faire des calculs. Alors, la première partie concerne la concentration d'une espèce dissoute. Donc, il y a 2 concentrations qu'on utilise en chimie, la concentration en masse et la concentration en quantité de matière. Donc, la concentration en masse, c'est celle que vous avez vue en seconde. Elle va correspondre à la masse de soluté dissous par litre de solution. Donc, on peut noter la définition. C'est la masse de soluté dissous par litre de solution. Donc, elle se note Cm. Le M, c'est pour masse, pour la distinguer de l'autre concentration, et elle se mesure en grammes par litre. Alors, sa formule, ça va être Cm égale M sur V, donc la masse divisée par le volume. Alors, au niveau des unités, si on veut une concentration en masse en grammes par litre, il faut absolument que la masse soit en grammes et le volume en litres. Donc les unités, 1 gramme par litre, gramme et litre. Alors attention parce que dans les TP et dans les exercices, le volume est rarement en litres. Il est très souvent en millilitres, donc il faut absolument penser à le convertir en litres avant de faire le calcul. Alors la deuxième concentration qu'on utilise beaucoup plus finalement, c'est la concentration en quantité de matière. Alors comme c'est un peu long à dire, des fois on l'appelle juste concentration. Donc si on vous demande de calculer la concentration et qu'on précise rien, c'est que c'est la concentration en quantité de matière. Alors d'ailleurs, comme c'est celle qu'on utilise le plus, on la note juste C. Alors elle, ça va être la même définition que la concentration en masse, sauf qu'à la place de la masse, on va mettre la quantité de matière. Donc sa définition, elle ressemble beaucoup à celle d'avant. C'est la quantité de matière de soluté, et non plus la masse de soluté, dissous par litre de solution. Donc elle se note C et se mesure en mol par litre. Alors pourquoi? Parce que la quantité de matière, ça se mesure en mol, c'est un nombre de moles, donc par litre de solution. Alors la formule qui permet de calculer la concentration en quantité de matière, c'est la même que celle d'au-dessus, sauf qu'à la place, encore une fois, de la masse, ça va être la quantité de matière, qui se note N. Donc on va avoir C égale N sur V. Alors pour les unités, la concentration est en mol par litre, donc N doit être en mol, et le volume en litres. Encore une fois, bien penser à convertir le volume en litres, et la quantité de matière en mol aussi, parce qu'elle peut être parfois en micromol ou en millimol. Alors, vous avez une formule qui relie les 2 relations. Alors, elle est assez simple à l'oreille à retenir, puisque ça va être, faut la retenir sous la forme Cm égale Cm. Donc, Cm égale C fois grand M. Alors, Cm, c'est la concentration en masse, petit c, la concentration en quantité de matière, et grand M, c'est la masse molaire. Alors, pourquoi on a cette formule assez simple? En fait, on va revenir sur les définitions de Cm. Donc, Cm, c'est petit m sur V, comme on a écrit tout à l'heure. Or, on a vu dans le chapitre précédent que m est égal à grand M fois petit n. Alors revenez dans le chapitre précédent, en fait on a n, le nombre de moles, égale masse sur masse molaire. Donc on aboutit à petit m égale grand M fois petit n. Alors on remplace le petit m dans la formule précédente. On va obtenir grand M fois petit n divisé par grand V. Et on reconnaît, alors on va séparer en deux, donc on va mettre petit n sur grand V fois grand M, et on reconnaît la définition de la concentration qui est n sur grand V. Donc n sur grand V c'est petit c fois grand M. Donc on a ce lien entre les deux. Alors ça c'est pour calculer la concentration en masse. Évidemment, si vous voulez calculer la concentration en quantité de matière, on va obtenir C égale Cm sur grand M, divisé par grand M. Alors là en dessous, vous avez 2 petits exercices, 2 petites applications directes du cours. Donc n'hésitez pas à mettre en pause pour essayer de faire le petit calcul et ensuite écouter la correction.
Alors, la correction de la première question. Donc, on a 3,0 g de permanganate de potassium dissout dans 150 ml d'eau. Donc, on calcule la concentration en masse de permanganate de potassium. Donc, on applique la formule Cm égale M divisé par grand V. Attention aux unités. La masse, 3 grammes, ça, il n'y a pas de conversion à faire. Par contre, le volume, 150 ml, il faut le convertir en litres. Donc, ça fait soit 0,150 ou alors 150 fois 10 puissance moins 3 litres. On fait ça, ce calcul sur la calculatrice et on trouve 20 grammes par litre. Alors attention à bien mettre les parenthèses au dénominateur, hein, parce que, ou alors l'utiliser la touche spéciale qui permet de mettre en fraction sur la calculatrice. Sinon, le fois 10 puissance moins 3 va se retrouver au numérateur, hein, et vous ne trouverez pas 20 grammes par litre. Alors ici, sur le deuxième calcul, donc c'est un calcul de concentration en quantité de matière. Donc là, on applique la formule C égale N sur grand V, sur le volume. Alors, la quantité de matière, 0,50 mol, pas de conversion. Par contre, le volume, encore une fois, 200 millilitres. Donc, on le convertit en litres, soit 0,200 litres, soit 200 fois 10 puissance moins 3 litres. Et on trouve 2,5 donc mol par litre. Alors, voilà pour la première page. Sur la deuxième page, on a encore un petit exercice où là, on vous donne une concentration en masse, 18,0 g par litre, et on demande de calculer la concentration en quantité de matière, petit c, et on nous donne la masse molaire du glucose. Alors là, on n'a pas à la calculer par rapport à sa formule générale, des fois elle est donnée pour ne pas avoir à faire ce petit calcul. Donc on applique la formule précédente, mais cette fois qui permet de calculer petit c. Donc C égale Cm sur grand M. Donc 18 grammes par litre divisé par 180 grammes par mol. Bizarrement, ça tombe juste, hein, donc ça fait 0,100 mol par litre. Donc avec 2 zéros hein, derrière, si on applique les chiffres significatifs, 3 chiffres en haut, 4 chiffres en bas, donc on met le minimum, ça fait 3 chiffres, donc le premier zéro ne comptant pas, ça fait 0,100 mol par litre. Alors maintenant, on arrive sur les dosages spectrophotométriques à proprement parler. Donc pour parler de ces dosages, on est obligé de parler de la couleur d'une solution. Et là, ça va reprendre des notions qu'on a déjà vues sur le chapitre sur la couleur. Donc en fait, vous connaissez les notions du petit 1. Donc si je lis ce qu'il faut compléter, quand une solution colorée est traversée par de la lumière blanche, en fait là vous avez un petit dessin avec une solution magenta, sur lequel on envoie de la lumière blanche. En fait, de l'autre côté, j'ai pas de la lumière blanche. Elle va filtrer la lumière exactement comme un filtre coloré. Ça va faire un filtre. Si on n'a pas de filtre sous la main, on peut prendre une solution colorée, hein, avec des colorants à l'intérieur ou les solutions qu'on utilise en TP. Donc elle va se comporter comme un filtre coloré, c'est-à-dire qui transmet certaines radiations et en absorbe d'autres. Alors par exemple, une solution de permanganate de potassium qui est magenta, qui est le daquin qu'on a fait en TP, va laisser passer les radiations magenta, c'est-à-dire des radiations et bleues et rouges. De l'autre côté, on retrouve le rouge et le bleu, ça veut dire que le vert ne passe pas, le vert a été absorbé. Et c'est normal puisque le vert, il absorbe les radiations vertes qui sont complémentaires du magenta. Alors comment trouver très rapidement quelle est la couleur qui va être absorbée et donc la couleur qui ressortira, eh ben, on utilise le cercle chromatique. Alors pour avoir ce cercle chromatique, en fait vous avez un cadre blanc et quand vous reviendrez en cours, je vous distribuerai un exemplaire en couleur de ce petit cercle chromatique. Sinon vous pouvez l'imprimer de chez vous à partir du document PDF bien sûr. Alors dans le cercle chromatique, donc, il y a une notion très importante qu'on a vue dans l'autre chapitre qui est que les couleurs complémentaires sont diamétralement opposées. Ça veut dire qu'on va les retrouver sur un diamètre, donc l'une en face de l'autre. Donc on voit bien sur le cercle chromatique que la couleur magenta, qui est tout en bas, elle est diamétralement opposée au vert. Ça veut dire qu'une solution magenta absorbe le vert, et à l'inverse, une solution verte absorbera le magenta.
c'est-à-dire un mélange de bleu et de rouge. Donc la couleur d'une solution est celle qui est complémentaire de la couleur des radiations absorbées. Donc ça, c'est quand on regarde dans un sens. Et si on regarde dans l'autre sens, donc autrement dit, on prend la même phrase, mais on la met dans l'autre sens, ça dépend de ce qu'on a besoin. Les radiations qui sont principalement absorbées par une solution sont celles dont la couleur est complémentaire de la couleur de la solution. Donc, par exemple, ici, les radiations vertes sont absorbées par la solution qui est magenta, parce que vert et magenta sont diamétralement opposés. Alors, un autre exemple, la solution de bleu de méthylène qui, comme son nom l'indique, est bleu. Je regarde le bleu, c'est diamétralement opposé à la couleur jaune, donc elle va absorber les radiations jaunes. Et ça, je le vois immédiatement sur le cercle chromatique. Alors, pour l'instant, on a juste défini quelle était la couleur qui était absorbée, mais on va être un peu plus précis parce que on peut se poser la question, est-ce qu'une solution va absorber un peu une radiation, beaucoup, moyennement, donc on va donner un chiffre derrière. Et ce chiffre, cette grandeur chiffrée, c'est une grandeur qui s'appelle l'absorbance. Donc on va définir l'absorbance qui mesure la capacité d'un milieu à absorber une radiation de longueur d'onde lambda qui le traverse. Alors, la radiation, c'est la couleur, et chaque couleur est définie par un chiffre qui est défini par la longueur d'onde lambda, donc lettre grecque. Donc, attention à la manière dont vous écrivez lambda. Alors, ce qui paraît assez logique, vous avez deux petits exemples en dessous. Donc, plus une solution est concentrée, plus elle est foncée, plus elle semble foncée. Et donc, plus son absorbance est grande. Ça veut dire que à la sortie, quand j'envoie une lumière pour la traverser, à la sortie, j'aurai beaucoup moins de lumière si elle est concentrée que si elle n'est pas très concentrée. Alors, à l'opposé, si une solution est transparente, donc vous prenez un verre d'eau, normalement, il n'y a rien qui est absorbé. Donc la lumière n'est pas absorbée, son absorbance à l'inverse va être nulle. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai pour de l'eau, puisque sinon on verrait le fond des mers et des océans. Donc elle absorbe en fait la lumière au fur et à mesure qu'elle la traverse, ce qui fait que les fonds océaniques sont complètement sombres. Alors cette nouvelle grandeur qui est l'absorbance, donc elle va se noter grand A majuscule. Alors, c'est une grandeur qui est sans unité et qui est positive. Donc, pas de signe moins et pas de conversion d'unité aussi, ça c'est bien. Alors, l'appareil qui va le mesurer, donc vous l'avez utilisé en TP, ça s'appelle un spectrophotomètre. Alors, le principe du fonctionnement du spectrophotomètre, vous n'avez pas trop à savoir. Enfin, c'est pas très compliqué. On envoie une radiation de longueur d'onde lambda et d'intensité I0 donnée. Donc on envoie de la lumière au début et on la compare avec l'intensité lumineuse I qui sort de la solution. On compare la lumière qui sort et la lumière qui entre. Et on a des formules qui permettent de comparer les deux et qui vont nous donner l'absorbance. Donc il calcule et affiche l'absorbance. Alors, l'absorbance d'une solution, on remarque, dépend principalement de la nature de la solution, forcément. Une solution bleue et une solution magenta, et une solution jaune et une solution verte ne vont pas absorber de la même manière. De la concentration, plus c'est concentré, plus ça absorbe, donc plus l'absorbance sera grande. Et de la longueur d'onde de la lumière traversant la solution. Ben oui, une solution ne va pas absorber de la même manière si on lui envoie du rouge ou si on lui envoie du vert ou du bleu. Alors, il est possible de tracer le spectre d'absorption d'une solution par le spectrophotomètre. Alors, nous, on ne l'a pas fait en TP parce qu'on ne pouvait pas tout faire, on n'avait pas le temps. Mais en fait, on place une solution dans la cuve d'un spectrophotomètre et on va lui demander de mesurer l'absorbance pour chaque longueur d'onde de la lumière visible. Donc la lumière visible, en fait, sa longueur d'onde est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc en pratique, il envoie le spectrophotomètre longueur d'onde de 400 nanomètres, il mesure son absorbance
401 nanomètres, il mesure son absorbance, 402, il mesure son absorbance, etc. jusqu'à 800 nanomètres. Et il va tracer un graphique de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Donc ce graphique s'appelle le spectre d'absorption. Donc il représente l'absorbance grand A d'une solution, donc en ordonnée, en fonction de la longueur d'onde lambda en abscisse. Alors on constate, vous avez un exemple ici de spectre d'absorption qui a un maximum, il y a une bosse. Et ça, c'est valable pour tous les spectres d'absorption de toutes les solutions. Il y aura toujours un maximum à un endroit. Donc cette absorbance la plus élevée qu'on a sur le graphique, on va l'appeler Amax. Ici, elle vaut 0,24 et elle va correspondre à une certaine longueur d'onde. Donc on trace un trait vertical et on tombe sur une longueur d'onde qu'on va appeler lambda max. Donc on constate que l'absorbance passe par un maximum Amax pour une valeur précise de longueur d'onde notée lambda max. Alors attention, attention, le lambda max n'est pas la longueur d'onde la plus grande, puisque le spectre est tracé entre 400 et 800 nanomètres, donc la longueur d'onde la plus grande, c'est 800 nanomètres. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout ça. C'est le lambda max, c'est la longueur d'onde qui correspond à l'absorbance la plus grande. Donc comme elle correspond à max, cette longueur d'onde, l'absorbance maximale, on l'a appelée lambda max. Donc lambda max, en fait, c'est là où l'absorption est la plus grande. Ça veut dire que c'est la couleur qui va être la plus absorbée par la solution. Ça veut dire que quand j'envoie cette longueur d'onde là, d'un côté de la cuve, de l'autre côté, il n'y a plus de lumière. Elle est absorbée. Il n'y a pas de lumière qui arrive. Donc cette longueur d'onde lambda max, elle va correspondre à la couleur la plus absorbée. Et on a vu que la couleur la plus absorbée, la radiation la plus absorbée, est la couleur complémentaire de la couleur de la solution. Donc avec l'exemple de l'héliantine, on voit que lambda max est égal à 470 nanomètres. Alors, vous avez un petit document avec les longueurs d'onde correspondant à chaque couleur. Donc 470 nanomètres, on voit qu'on est dans le bleu. Alors attention, ça ne veut pas dire que la solution est bleue. Ça veut dire que la solution absorbe le bleu. Et la couleur absorbée est la couleur complémentaire de la couleur de la solution. Donc l'héliantine, elle a comme couleur, la couleur de l'héliantine, c'est la couleur complémentaire au bleu, c'est-à-dire le jaune. Et on voit, hein, l'héliantine a un pH égal à 8, c'est un pH basique. Alors l'héliantine, c'est ce qu'on appelle un indicateur coloré, c'est-à-dire que sa couleur va changer en fonction du pH. Et un changement de couleur, ce qu'on appelle une zone de virage aux alentours de 4 au niveau du pH. Donc à pH 8, elle est largement dans le jaune. Et c'est bien sa couleur de solution. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez avoir en DS. On vous donne un spectre d'absorption et on vous demande, en regardant sa tête, quelle est la couleur de la solution. Donc vous aurez toujours le document avec la correspondance entre les couleurs et les longueurs d'onde, vous n'avez pas à les connaître. Donc la démarche à faire, c'est de regarder le maximum d'absorption, regarder en traçant un trait vertical la longueur d'onde correspondant, lambda max. On regarde du coup quelle est la couleur qui correspond. Donc ici 470 nanomètres, c'est le bleu. Et la couleur de la solution, c'est la couleur diamétralement opposée, c'est-à-dire la couleur complémentaire. Donc ici, pour l'héliantine, c'est le jaune. Alors, la loi de Beer-Lambert, en fait, c'est une loi que vous avez découverte en TP. Cette loi de Beer-Lambert, elle nous dit tout simplement que l'absorbance de la solution, pour une longueur d'onde donnée, c'est-à-dire on a choisi une longueur d'onde de travail, on reviendra dessus après pour expliquer comment la choisir, elle est proportionnelle à la concentration de cette solution. Ça veut donc dire que si je prends une solution 2 fois plus concentrée, elle va être forcément plus foncée, et bien son absorbance sera plus grande, mais elle sera 2 fois plus grande. Donc ça varie de manière proportionnelle. Donc le fait que l'un augmente avec l'autre est assez logique, hein. Donc, par exemple, plus la quantité de sirop de menthe dans de l'eau augmente, plus vous mettez de sirop, plus ça va être foncé, plus la concentration est grande, et plus la boisson est vert foncé, donc plus son absorbance est grande.
mais son absorbance qui nous donne une valeur chiffrée va augmenter de manière proportionnelle avec cette concentration. Donc comme on a une proportionnalité entre les deux, ça va se traduire par une formule qui est A égale K fois C. Donc A, c'est l'absorbance. Je vous rappelle qu'elle est sans unité. Alors K, c'est une constante, on va voir ça juste après. Et la C, c'est la concentration en quantité de matière. Donc elle est forcément en mol par litre. Alors attention, on peut avoir dans certains TP des concentrations, comme on a vu, en millimol par litre ou en micromol par litre. Alors la constante, son unité, elle n'est absolument pas à savoir, c'est juste une unité qui va annuler l'unité de la concentration en quantité de matière, puisque je vous rappelle que l'absorbance est sans unité. Donc si on a des moles par litre en concentration, il faut des litres par mol pour la constante. Comme ça, des moles par litre fois des litres par mol, et ben, tout s'annule, et donc il reste plus d'unité. Alors, cette constante K, on va la préciser un petit peu. En fait, la loi officielle, la formule officielle, c'est une formule qui va rentrer en ligne de compte la longueur de la cuve et une autre constante qu'on appelle epsilon dans l'alphabet grec, et elle va se formuler sous la forme A égale epsilon fois L fois C. Alors parfois, je vous rappelle que dans les formules, on n'écrit pas forcément le signe fois, donc on peut trouver ce genre de choses, A égale epsilon LC. Alors pourquoi on fait intervenir la longueur de la cuve? Parce que forcément, si j'ai une cuve, la petite cuve que vous avez mis dans le spectrophotomètre, si vous la prenez 2 fois plus large, la lumière aura 2 fois plus de trajet à parcourir dans la solution, donc elle va être absorbée 2 fois plus. Donc ça dépend, et c'est aussi proportionnel à la longueur de la cuve. Alors, au niveau des grandeurs, donc l'absorbance, toujours sans unité, la longueur de la cuve, ce sont des centimètres, la C, c'est la concentration en quantité de matière, toujours en mol par litre. Alors, ce fameux epsilon, c'est une constante qu'on appelle, alors tenez-vous bien, le coefficient d'extinction molaire. Alors, d'extinction, puisque c'est un coefficient qui montre que ça éteint la lumière, et molaire, puisqu'il y a des moles qui interviennent. Donc, l'unité, encore une fois, c'est une unité pour annuler l'unité de la concentration et de la longueur de la cuve. Donc on a des moles par litre fois des centimètres à annuler. Donc on va obtenir des litres par mol par centimètre. Encore une fois, l'unité d'epsilon n'est pas à connaître. Par contre, le nom, on peut éventuellement vous le demander. Alors ce coefficient caractérise la capacité qu'a une espèce à absorber la lumière d'une longueur d'onde donnée. Donc plus epsilon est grand, plus la solution va absorber la lumière. Alors, cette loi de Beer-Lambert, qu'on représente soit sous la forme A égale K fois C, soit sous la forme A égale epsilon fois L fois C, est valable quand la solution n'est pas trop concentrée. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de dilution dans les TP, parce que si c'est très concentré, en fait, si une solution est très concentrée, l'absorbance ne devient plus proportionnelle à la concentration. Et donc vous avez un petit graphique là qui vous montre le domaine de validité de la loi. Donc c'est valable pour les concentrations en bleu qui sont plus faibles. Donc on voit que là, on a une droite qui passe par l'origine. Je vous rappelle que pour être proportionnel, il faut avoir une droite qui passe par l'origine. Et si j'augmente la concentration, à un moment donné, l'absorbance, elle n'évolue plus de manière proportionnelle. Donc là, la loi linéaire est non valide, donc là, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours beaucoup de dilution pour qu'on ait bien une proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Alors maintenant, on va voir quelles sont les différentes étapes pour réaliser de manière pratique en TP les dosages spectrophotométriques qu'on va appeler par étalonnage. Alors, vous pouvez avoir des questions pratiques sur la manière dont on manipule, des petites questions comme ça, donc il faut savoir un peu comment ça fonctionne au niveau manipulation. Bon, déjà,
faut être sûr que tout le monde sache bien ce que ça veut dire qu'un dosage. Donc quand on dose, hein, le verbe qui va avec une espèce chimique, ça consiste à déterminer la concentration de cette espèce. Alors qu'on détermine la concentration en quantité de matière en mol par litre ou alors la concentration en masse, en grammes par litre, c'est pareil, ça ne change rien. On peut passer de l'une à l'autre de toute façon avec la masse molaire, donc peu importe, mais on veut trouver la concentration. C'est ça toujours le but d'un dosage. Alors il y a plein de méthodes qui existent pour effectuer un dosage. Nous, cette année, on ne voit que les dosages spectrophotométriques. Alors, en terminale, vous verrez beaucoup d'autres méthodes de dosage, hein, des méthodes pH métriques, donc avec des mesures de pH, des méthodes conductimétriques, donc avec des mesures de conductivité, et on fera aussi cette année une méthode qui s'appelle le titrage. Le titrage, donc, c'est un des autres chapitres, une autre méthode de dosage. Alors, le dosage spectrophotométrique par étalonnage s'appelle par étalonnage parce qu'on va utiliser des solutions qu'on appelle étalons. Alors, les solutions étalons, vous avez une photo qui est juste là, hein, vous en avez 5. Ce sont des solutions qui sont de la moins concentrée à la plus concentrée ou de la plus concentrée à la moins concentrée, c'est pareil. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des solutions dont on connaît la concentration. Donc on s'est fait une gamme de solutions, on les a fabriquées, donc on connaît parfaitement leur recette, entre guillemets, et on connaît leur concentration. Et grâce à ces solutions, on va tracer un graphique qui va s'appeler une droite d'étalonnage et qui va nous permettre de mesurer, de doser l'espèce chimique, donc de mesurer la concentration d'une espèce inconnue. Alors, on a 5 étapes au total. Donc, dans les protocoles, je vous ai toujours découpé un petit peu ces différentes étapes. En DS, en fait, vous pouvez avoir des questions sur chacune de ces étapes. Donc, la première étape, avant de faire les solutions à proprement parler, c'est qu'on doit choisir la longueur d'onde de travail qui va correspondre à lambda max, c'est-à-dire quelle longueur d'onde, quelle couleur de lumière on va envoyer à travers notre solution et à quelle longueur d'onde on va rentrer dans la machine, dans le spectrophotomètre pour travailler. Alors le but est toujours d'avoir le plus de précision possible parce que en fait on pourrait travailler à n'importe quelle longueur d'onde, mais évidemment plus on a de précision, mieux c'est. Et la longueur d'onde qui nous donnera le plus de précision, c'est la longueur d'onde qui correspond à l'absorbance maximale. Alors pourquoi? Parce que à cette longueur d'onde, quand on va mesurer les absorbances des différentes solutions, c'est celle-là qui va nous donner le plus d'écart entre chaque solution étalon. Et plus on a d'écart d'absorbance, plus le graphique va être précis et les mesures vont être précises aussi. Parce que si on travaille à une longueur d'onde où l'absorbance est très faible, il y aura très peu d'écart entre l'absorbance des différentes solutions. Donc forcément, on aura un graphique qui sera très proche de l'axe des abscisses et on n'aura pas de précision. Donc on va déterminer cette longueur d'onde de travail grâce au spectre d'absorption. Hein, vous ne pouvez pas forcément l'inventer. Donc on va choisir une longueur d'onde qui va s'appeler lambda max, alors pour laquelle l'absorbance de l'espèce à doser est maximale. Alors pourquoi on choisit cette longueur d'onde? La réponse, c'est toujours d'augmenter la précision des mesures. Par exemple, donc on choisira une longueur d'onde correspondant au rouge pour une solution de sulfate de cuivre bleu turquoise. Donc une solution de sulfate de cuivre comme la bouillie bordelaise, elle est de couleur cyan, donc elle laisse passer le cyan et elle absorbe le rouge. Et le rouge va correspondre à la longueur d'onde 800 nanomètres, donc 799 parce qu'on ne pouvait pas noter 800 dans le spectrophotomètre, ce qui ne correspond pas au dessin ici. Hein. Là, on voit qu'on est apparemment entre les deux, donc à 600 nanomètres. Cette question que vous pouvez avoir en DS, il suffit de regarder le graphique et de regarder quelle est la longueur d'onde qui correspond à l'absorbance la plus grande.
Alors, la deuxième étape, c'est une étape de préparation. Donc, on va préparer les solutions étalons de concentration connue, alors soit par dilution successive, soit si on n'a rien d'autre à faire, on va recréer chaque solution à partir d'une dissolution, donc en dissolvant une certaine masse de soluté à chaque fois, mais c'est bien plus rapide de faire des dilutions successives. Donc on part d'une solution mère, hein, quand on fait des dilutions, il faut bien une solution de départ, donc c'est la solution mère, et on va créer cette échelle de teinte hein, que vous avez ici, en diluant successivement la solution mère pour obtenir des solutions filles de moins en moins concentrées ou de plus en plus concentrées, ça dépend dans quel sens on regarde, et surtout de concentration connue. Donc ce sont ces solutions qui sont appelées solutions étalons, d'où le nom de dosage par étalonnage. Alors la troisième étape, on fixe la longueur d'onde qu'on a choisie, lambda max, sur le spectrophotomètre et on va mesurer l'absorbance de toutes les solutions étalons qu'on a fabriquées. Et on va tracer le graphique de l'absorbance en fonction de la concentration, comme vous avez un exemple ici. Donc ce graphique s'appelle la droite d'étalonnage. C'est forcément une droite qui passe par l'origine. Pourquoi? Puisque l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Donc quand j'ai une solution qui est 2 fois plus concentrée, l'absorbance sera 2 fois plus grande. Donc cette droite d'étalonnage représente l'absorbance des solutions étalons en fonction de leur concentration. Et leur concentration, je vous rappelle qu'on les connaît. Donc A égale F de C. Donc ça correspond à la notation mathématique Y égale F de X. Donc Y c'est grand A et X c'est C. Alors on sait qu'il s'agit d'une droite qui passe par l'origine car il y a proportionnalité entre A et C d'après la loi de Beer-Lambert. Alors la quatrième étape, ça n'est qu'une étape de manipulation, donc on va mesurer l'absorbance, qu'on peut noter un peu différemment des autres, hein, par exemple A0, de la solution de concentration inconnue C0. Donc la concentration qu'on veut déterminer, il n'y a pas d'appareil qui permette de dire directement c'est autant de mol par litre, comme on aurait une balance qui donne la masse en grammes. Par contre, on peut mesurer un certain nombre de grandeurs physiques, comme l'absorbance, ça on peut le mesurer. Et comme cette absorbance est proportionnelle, dépend de la concentration, la mesure de l'absorbance va nous donner la concentration. Donc là, il n'y a rien d'autre à faire que mesurer cette absorbance. Donc en DS, forcément, cette étape, on va vous la donner. On va vous dire l'absorbance de la solution inconnue est de autant, sans unité bien sûr. Et la cinquième étape, c'est l'utilisation de la droite d'étalonnage pour déterminer la concentration inconnue C0. Alors, il y a deux méthodes. Il y a une méthode rapide, qui va être une lecture graphique directe, par lecture graphique sur la droite d'étalonnage. Et il y a une deuxième méthode qui est plus précise, et c'est celle qu'on a fait en TP les deux fois. On va faire un calcul à partir de l'équation de la droite qu'on a obtenue par Excel, le logiciel de calcul qui nous a permis de tracer la droite et de calculer son équation directement. Ça donne des résultats qui sont extrêmement précis. Alors, la lecture graphique, vous avez un petit dessin qui va vous expliquer le principe. C'est vraiment très simple. Vous avez votre droite, vous avez mesuré l'absorbance de la solution, vous tracez un trait horizontal, vous rencontrez la droite, vous descendez à la verticale et vous arrivez sur la concentration de la solution. Point. Donc lecture graphique, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, pour utiliser l'équation de la droite, on peut vous imposer, et j'aime bien vous imposer en DS, cette méthode. Alors, la droite d'étalonnage passe par l'origine, donc son équation, c'est une fonction linéaire, va être de la forme A égale K fois C, c'est-à-dire, c'est la loi de Beer-Lambert. C'est la même forme qu'une équation de droite du type Y égale A fois X. Donc, il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. A étant un petit a, le coefficient directeur. Donc moi, le coefficient directeur, je ne l'ai pas noté A, puisqu'on a déjà grand A l'absorbance.
je n'ai noté K, donc K, coefficient directeur de la droite qu'il faut calculer. Donc ça, c'est Excel qui nous la donne en général. Alors, si on est en DS et qu'il faut trouver l'équation de la droite, alors comment on trouve le coefficient directeur d'une droite? On choisit un point sur la droite. Alors attention, sur la droite, ça ne veut pas dire forcément un point de mesure. Si les points de mesure ne sont pas sur la droite, ça ne marche pas. Donc on choisit un point sur la droite, on lit ses coordonnées. Alors je vous rappelle d'abord en abscisse, donc les coordonnées CM et l'absorbance en ordonnée. Et on calcule le coefficient directeur petit k qui va se calculer sous la forme k égale A divisé par C. Alors K une unité, c'est des litres par mol puisque c'est l'inverse d'une concentration. A n'a pas d'unité. Alors une fois qu'on a ce coefficient directeur, on a A égale K fois C, donc K par exemple 0,2 ou 12,5, peu importe. Et j'ai l'absorbance A0 de ma solution inconnue. J'ai le coefficient directeur, moi ce que je cherche c'est C. Donc on va modifier le A égale K fois C en écrivant C égale A divisé par K. Donc on peut alors calculer la concentration C0 avec l'équation de la droite. Donc C0 égale à A0 sur K. Alors attention, le A reste au numérateur, hein, il ne passe pas au dénominateur. Et K c'est le coefficient directeur. Donc divisé par 12, divisé par 0,05, hein, ce qu'on a calculé ou ce qu'Excel a calculé. Et on aura la concentration directement. Il n'y a que ça à faire, qu'une petite division. Alors le plus simple, c'est évidemment de prendre un exemple pour bien comprendre. Donc là, vous avez une droite d'étalonnage, l'absorbance en ordonnée, la concentration en abscisse. Attention, la concentration est en micromol par litre. Hein. Alors je choisis mon point M. Et je l'ai mis ici, et donc on lit ses coordonnées. Donc CM en abscisse, on voit qu'on a 1,8. 1,5 ici, 2, donc 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. J'ai 1,8 micromol par litre, ça veut dire 1,8 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. Micro, c'est, je vous rappelle, fois 10 puissance moins 6. Alors l'absorbance en ordonnée du point M, elle vaut 0,3. Donc je calcule mon coefficient directeur qui va se calculer, je vous rappelle, en faisant ordonnée sur abscisse, Y sur X, c'est-à-dire absorbance sur concentration. Et donc c'est égal à 0,3 divisé par 1,8 fois 10 puissance moins 6. On fait ça sur la calculatrice en faisant attention fois 10 puissance moins 6. Et on va trouver 1,7 fois 10 puissance 5 litres par mol. Alors, l'absorbance d'une solution de concentration inconnue, on la mesure et on trouve A0 égale 0,22 sans unité. Donc, la concentration va être égale à A0 sur K, c'est-à-dire à 0,22 divisé par le coefficient directeur qu'on a calculé avant. C'est 1,7 fois 10 puissance 5. Et on trouve directement la concentration, donc en mol par litre, ça fait 1,3 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. Alors on aurait pu faire une lecture graphique aussi, puisque le 0,22, vous regardez en ordonnée, hein, c'est un peu au-dessus du 0,2, vous tracez un trait horizontal, ça rencontre la courbe, et on voit qu'on arrive sur le 1,3. Ça c'est possible aussi. Voilà, alors on arrive à la fin de ce chapitre, donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des points particuliers pour lesquels je n'ai pas été assez claire, notez-les bien sur un petit papier à part, et la semaine prochaine quand on se verra, vous me poserez les questions, hein, et on fera des petits exercices d'application ensemble là-dessus pour voir le genre de questions que vous pourrez avoir en DS. Alors le DS, bien sûr, n'arrivera pas la semaine prochaine quand vous allez rentrer. Hein, on le décalera à la séance prochaine quand on se verra. Je vais attendre au moins de vous voir une fois pour mettre au point les différentes questions que vous pourriez avoir. Voilà.